La meilleure façon de rester pauvre, c'est d'écouter des pauvres t'expliquer comment devenir riche. Si tu comprends rien à l'argent, tu vas en subir les conséquences toute ta vie. Ceux qui suivent un peu les finances et l'économie savent que bientôt Lyon va aller à la bourse. C'est pas le rôle du gouvernement de jouer aux spéculateurs avec l'argent des contribuables. C'est facile de dépenser des millions de dollars quand c'est l'argent des autres. Votre cash, vos décisions. Bienvenue au podcast Finance 360 avec Alex Demers. Et aujourd'hui, je vous partage ce que je ferais si je voulais devenir millionnaire en partant de zéro. Et là, je parle pas de gambling en mettant tout sur le rouge. Je parle pas de scam avec la crypto. Juste d'une stratégie qui est basée sur les chiffres et qui est applicable à n'importe qui est prêt à faire ce qu'il faut. Parce que atteindre une valeur nette d'1 million de dollars, c'est pas de la magie. C'est une question d'être en mesure de dégager un surplus financier à chaque mois et surtout de l'investir pour arriver à générer des rendements là-dessus. Je vais aller droit au but. Si vous voulez devenir millionnaire dans 25 ans, tout ce que vous avez à faire, c'est d'investir 1000 $ par mois sur les marchés boursiers. Évidemment, dans le calcul, j'assume un rendement annuel moyen de 9%. Et 9%, c'est pas un chiffre qui sort de nulle part. C'est basé sur les rendements historiques de l'indice S&P 500. Autrement dit, en investissant de façon 100% passive, en mettant votre épargne dans un fonds indiciel qui reproduit la performance du S&P 500, vous allez atteindre le million en dedans de 25 ans. Donc, pas besoin d'être un génie de la finance, pas besoin de jouer au trader, là, essayer de faire du day trading, du swing trading. Tu mets 1000 $ par mois pendant 25 ans, tu restes investi, puis t'attends. Et cette mécanique-là, à mon avis, c'est le chemin le plus simple pour devenir millionnaire, tant que vous soyez capable de tolérer des périodes de volatilité, comme on a connu dernièrement avec les tarifs douaniers en mars-avril 2025, même chose pour le marché baissier de 2022, le crash en 2020. Pour bénéficier des rendements composés, c'est crucial de rester investi, même lorsqu'il y a des périodes de baisse, et en fait même de continuer d'investir durant ces périodes-là. Et là, vous vous demandez sûrement, est-ce qu'avec la bourse, c'est possible de faire plus que 9% par année en moyenne? Et la réponse est oui. Depuis plus de 12 ans, moi, j'utilise l'approche du stock picking, c'est-à-dire que je sélectionne moi-même les entreprises dans lesquelles j'investis et c'est justement dans le but de surperformer les fonds indiciels. Et c'est ça que Warren Buffett a fait toute sa vie. C'est aussi ça que faisait Peter Lynch, Joel Greenblatt et d'autres gestionnaires de portefeuille qui sont devenus célèbres avec leur rendement qu'ils ont dégagé durant leur histoire. Et oui, Buffett a déjà dit que pour la majorité des gens, ils devraient juste investir dans un fonds indiciel qui reflète le S&P 500. Et je suis 100% d'accord avec lui parce que c'est la méthode la plus efficace, la plus simple, c'est passif et c'est également parce que la majorité des gens ne connaissent rien à l'investissement en bourse. Mais reste que, de son côté, c'est pas ça qu'il a fait. Il a bâti sa fortune en achetant des actions individuelles qu'il considérait comme sous-évaluées par le marché et il les a conservées pendant des dizaines d'années. Donc, si vous êtes curieux, si vous êtes prêt à mettre du temps là-dessus, à lire des états financiers, à comprendre les modèles d'affaires des compagnies, avant de devenir actionnaire, c'est sûr que pour moi, le stock picking, c'est une avenue qui peut vous permettre de battre la performance du marché. Et comme je vous dis, moi, c'est ça que je fais. Et d'ailleurs, en toute transparence, je partage mes transactions boursières dans le podcast depuis 2019. Donc, ce que j'achète pour mon portefeuille à long terme, quand je vois une action qui est sous-évaluée puis que je prends position, je rends ça public. Évidemment, là, ce ne sont pas des recommandations d'achat. Assurez-vous de faire vos recherches avant d'investir dans quoi que ce soit. Mais je veux quand même être transparent. Je veux que vous sachiez dans quoi j'investis. Question également de documenter mon parcours en tant qu'investisseur autonome. Mais tout ça pour dire que pour devenir millionnaire, ça prend de l'épargne et ça prend des rendements. Donc logiquement, si vous générez plus de revenus ou si vous générez plus de rendements,
ben ça va accélérer le processus. Et de mon côté, ma première vraie passe de cash, ça n'a pas été à la bourse. En toute transparence, ça a été quand j'ai vendu mon lave-auto et je l'ai démarré, je l'ai opéré pendant environ 2 ans et finalement, je l'ai vendu. Faut savoir que si ça fait plus de 24 mois que vous possédez les actions d'une compagnie et que vous les vendez, ben vous avez droit à l'exonération cumulative des gains en capital. Là, évidemment, je parle de compagnie privée, là, une business que vous partez. Donc, en gros, dans votre vie, le premier million de gains suite à la vente de votre business, c'est non imposable. Donc, si on prend un exemple, disons que j'ai vendu les actions de mon lave-auto pour 300 000 $, ben c'est 300 000 $ net dans mes poches, sans aucune scène d'impôt à payer là-dessus. Mais si dans 2 ans, je vends une autre compagnie, ben il me reste 700 000 de gains non imposables. Et si la valeur de la vente excède ce montant-là, ben je vais devoir payer de l'impôt sur cette partie-là. Donc, l'exonération cumulative des gains en capital pour ceux qui vendent leur entreprise, c'est sûr que c'est une belle manière de devenir millionnaire. Encore là, je suis conscient que c'est pas donné à tout le monde de démarrer une entreprise, de gérer les employés, de rendre la business profitable, puis surtout de réussir à l'automatiser suffisamment pour qu'il y ait quelqu'un qui s'est prêt à l'acheter, c'est-à-dire de vraiment bâtir une valeur d'entreprise. Et c'est pour ça que je considère que pour monsieur, madame, tout le monde, la meilleure avenue pour devenir millionnaire, ben ça reste les placements en bourse, mais encore faut-il que vous ayez de l'argent de lousse pour pouvoir l'investir. Et honnêtement, c'est là que le vrai défi commence pour plusieurs personnes. Et c'est ce qui m'amène à vous parler de comment faire pour avoir au minimum 1000 $ excédentaires à placer à chaque mois. Et premièrement, c'est sûr que si vous faites moins que 60 000 par année, je peux comprendre que vous ne réussissiez pas à mettre 1000 $ de côté à chaque mois. Le problème, c'est pas que vous êtes dépensier, le problème, c'est qu'il manque de revenus. Et dans ce cas-là, la solution, c'est pas d'être plus frugal, c'est d'augmenter les sommes d'argent qui rentrent dans votre compte de banque. Et là, si vous voulez faire 1000, 2000, 3000 $ de plus par mois, ben ma stratégie, ce serait pas de faire du temps supplémentaire ou de vous débarrasser de votre stock sur Marketplace. Pour moi, la manière la plus réaliste, ce serait de vendre un service en tant que travailleur autonome, donc à votre compte. Et là, je ne parle pas d'aller à l'université pendant 3 ans pour aller chercher un diplôme. Je parle d'une compétence qui est concrète, que vous pouvez soit apprendre en ligne ou avec quelqu'un qui a déjà de l'expérience et qu'après ça, ben, vous pouvez commencer à offrir en travaillant à votre compte. Et si vous ne savez pas quoi offrir, ben, trouvez des tâches que les gens n'ont pas le temps ou n'ont pas envie de faire, parce que pour moi, trouver une idée d'entreprise, c'est toujours la même chose. Si vous offrez une solution à un problème ou si vous répondez à un besoin, vous allez toujours trouver des clients qui sont prêts à vous payer. Et l'idée avec ça, c'est de vendre votre service plus cher que ce que votre boss il vous paye à l'heure. Et honnêtement, ça devrait pas être trop difficile, là. Je veux dire, les femmes de ménage sont rendues à 40$ de l'heure. Vous allez être capable de trouver quelque chose qui vous rémunère plus que votre job à 60 000 par année. Et sinon, si vous voulez absolument rester employé, ben vous avez quand même d'autres options qui s'offrent à vous, dans le sens que vous pouvez négocier votre salaire, changer d'emploi, avoir une deuxième job, soit de soir ou de fin de semaine. Vous pouvez faire de la livraison avec Uber Eats ou DoorDash. Peu importe, si vous manquez d'argent et que vous êtes dans un budget déficitaire, la pire stratégie, c'est d'attendre et de ne rien faire parce qu'il n'y a rien qui va changer par magie. Il faut absolument régler cette problématique-là pour que vous vous retrouviez avec un surplus à la fin de chaque mois. Et de l'autre côté, si vous faites plus que 100 000 par année et que vous n'arrivez pas à épargner 1000 $ par mois, la problématique, là, c'est autre chose, là. Et dans ce cas-là, la stratégie, c'est de venir couper dans les grosses dépenses. Et il faut arrêter de penser que c'est les cafés à 3 $ qui vous empêchent de devenir millionnaire. La vérité, c'est que ce sont les grosses dépenses fixes, donc les dépenses récurrentes qui viennent scraper votre budget. Et ça, je l'ai déjà dit dans un épisode, mais les frais de logement, ça devrait jamais dépasser 33% de votre revenu brut. Donc, si vous gagnez 60 000 bruts par année, ben, ça veut dire que vous ne devriez pas payer plus que 1650 $ par mois. Et ça, tout inclut le loyer ou le versement hypothécaire, l'électricité, l'Internet, l'assurance habitation, etc. Et là, je suis conscient que
avec la hausse du prix des loyers et l'explosion du prix des maisons, c'est rendu extrêmement difficile de trouver un logement qu'on considère comme abordable. Je suis conscient que le monde ne paye pas 1500$ par mois pour un 4,5 parce qu'ils veulent vivre dans le gros luxe. Le monde, il paye ça parce qu'ils n'ont pas le choix. C'est rendu ça la réalité des logements au Québec. Et ceux que ça fait des années qu'ils habitent à la même place, avec le même propriétaire, ben ils restent là. C'est le seul moyen qu'ils arrivent à payer un loyer qui est dans leur prix. Mais si tu pars de chez tes parents ou si tu viens de te séparer, on est dans une période où ça coûte très cher de se loger. Donc, encore une fois, je peux comprendre que si votre logement, il vous gruge la moitié de votre paye à chaque mois, bien, vous n'êtes pas capable de mettre beaucoup d'argent de côté. Et dans ce cas-là, c'est plate, mais faut que vous arriviez à diviser les frais de logement avec quelqu'un d'autre. En 2025, vivre toute seule dans un 4,5, c'est rendu un luxe. Donc, si vous êtes célibataire, vous êtes bien mieux de vous trouver un colocataire, que ce soit un ami ou un membre de votre famille. Question de splitter le loyer, mais aussi toutes les autres dépenses qui sont liées au logement, comme l'électricité et l'Internet. Et c'est malheureux, mais pour bien du monde, s'ils veulent se retrouver à la fin du mois avec de l'argent de côté, de l'épargne, avoir un surplus financier, ben ils n'ont pas le choix de venir couper dans des dépenses aussi essentielles que le logement et l'épicerie. Mais comme je vous dis, du côté du loyer, même si c'est quelque chose qui n'est pas optimal, vraiment la stratégie, c'est de splitter ça avec quelqu'un d'autre parce que sinon, c'est un poids énorme qui vient gruger une grosse partie de vos finances et c'est très difficile d'épargner lorsqu'on a des dépenses essentielles aussi élevées que ça. Et pour finir, un autre poste de dépense important, c'est du côté des paiements d'auto. Et ça, honnêtement, c'est une erreur que je vois souvent quand on parle de finances personnelles. Et ce que je veux dire par là, c'est que la plupart des gens ne font aucun calcul quand ils achètent un véhicule. Il faut arrêter de juste regarder le paiement mensuel. Il faut savoir combien ça va vous coûter acheter une voiture neuve. Et je donne un exemple. Si vous achetez un véhicule neuf à 35 000 $ plus taxes et que vous décidez de financer ça sur 84 mois, bien avec un taux d'intérêt de 6 %, finalement, votre voiture qui est affichée à 35 000, bien, elle vous revient à 50 000 $ en ajoutant les taxes et les intérêts. Et je tiens à préciser qu'à ce prix-là, à 30-35 000 $ plus taxes, c'est un char d'entrée de gamme. Oui, c'est un véhicule neuf, mais on n'est pas dans le luxe parce que en 2025, c'est rendu qu'un paiement d'auto de 600 $ par mois pour un véhicule neuf, c'est un modèle de base. Et ajouter à ça l'assurance auto, l'essence, l'entretien récurrent comme les changements d'huile, les freins, les pneus d'hiver, ça c'est toutes des dépenses qui se rajoutent à votre paiement d'auto. Et c'est pas juste ça, le monde qui finance ça sur 84 mois, ce qui donne 7 ans, ben ils vont se retrouver dans 4-5 ans à devoir faire des réparations sur leur voiture, en plus de devoir continuer de payer les mensualités. Bref, comme vous le savez, une voiture, ce n'est pas un actif, c'est une grosse dépense qui en engendre plein d'autres. Donc, à moins que votre voiture elle vous serve directement à générer des revenus, allez-y pour le minimum. Achetez un auto usagé de 1 an ou 2, le temps qu'elle ait subi la plus grande partie de sa dépréciation. Financez ça sur 24-36 mois, puis une fois que c'est clair, bien, gardez-le le plus longtemps possible. Il faut arrêter de penser que votre voiture, c'est l'extension de votre statut social puis que vous allez impressionner du monde avec ça. Devenez millionnaire en premier, puis après ça, vous pouvez rouler en Audi, en BMW ou en Mercedes. C'est plate, mais beaucoup de monde font l'inverse. Pourtant, dans ma tête, mettre 1000 ou 1500 $ par mois avec du revenu net après impôt, pour quelque chose qui perd de la valeur à chaque année, financièrement, ça ne fait aucun sens. Prenez cet argent-là et faites-le fructifier. Et je vais terminer l'épisode en vous disant que la clé pour devenir millionnaire, c'est d'établir votre objectif financier, puis après ça, de prendre vos décisions en considérant toujours cet objectif-là. Sinon, vous allez vivre paye par paye, vous allez tout dépenser à mesure en vous disant qu'il faut profiter de la vie. Et on s'entend, c'est pas complètement faux non plus. Vous pouvez acheter des affaires qui n'ont aucun retour sur investissement. C'est juste que, rendu à 40-45 ans, ça se peut qu'il y a du monde qui se réveille et qui se rende compte qu'ils n'ont pas assez d'argent de côté puis que là, leur retraite s'en vient plus vite que ce qu'ils avaient pensé. Faites pas l'erreur de ne rien investir en pensant que vous avez encore beaucoup de temps devant vous. À la place, commencez tôt.
systématisez votre épargne et laissez votre argent travailler pour vous en investissant en bourse, que ce soit avec l'approche indicielle ou avec du stock picking. L'importance, c'est de placer votre argent, de profiter des rendements composés, idéalement à l'abri de l'impôt avec les comptes enregistrés, puis ultimement atteindre le million pour avoir le minimum de liberté financière. Je l'ai déjà dit plus tôt, maintenant 1 million de valeur nette, ce n'est plus suffisant, mais au moins ça vous donne un échelon qui est atteignable sur une période de 25-30 ans. Ça vous donne un objectif financier plus précis que dire « je veux de l'argent pour ma retraite ». Donc c'est plus facile de travailler quand on a un montant en tête. Et sur ce, si vous avez aimé le contenu, si vous avez apprécié l'épisode, je vous invite à laisser un 5 étoiles sur Spotify ou à vous abonner sur ma chaîne YouTube. Et on se revoit mardi prochain pour un autre épisode de Finance 360.